Bonjour, c'est un grand plaisir pour moi de vous accueillir ici à l'HEGP. Donc c'est l'hôpital dans lequel je travaille. Je dirais, non pas c'est un plaisir pour moi, mais aussi pour toute l'équipe qui est ici et qui essaie, je dirais, d'améliorer les connaissances sur cette pathologie. Donc on dit toujours que le complément, personne ne comprend jamais rien. Donc j'ai fait des efforts. J'ai essayé de simplifier, je dirais, au maximum, et vous n'aurez pas droit à toutes ces cascades que vous a montré le professeur Nivet. Je les ai coupées. Donc j'ai essayé d'essayer de passer finalement comment est-ce qu'on est passé de ces connaissances sur le complément, qui ont duré une dizaine d'années quand même, à l'arrivée d'un nouveau traitement et d'un nouveau espoir pour les patients. Ce qui est important maintenant, c'est de passer à une autre étape, c'est d'essayer de comprendre la transmission de la maladie et comment est-ce qu'on passe de la transmission de cette mutation à la transmission de la maladie. Donc, n'hésitez pas à m'interrompre, à poser des questions. Je dirais, on est vraiment là pour ça aujourd'hui. Donc, d'abord, la bonne nouvelle, c'est que les laboratoires de recherche, les familles de ces laboratoires s'agrandissent, puisque alors que ces 10 dernières années, c'était vraiment des recherches principalement européennes, avec 5 laboratoires, avec le laboratoire du professeur Zipfel en Allemagne, Santiago de Cordoba en Espagne, Remodi en Italie et Timbucci en Angleterre et le nôtre en France. Maintenant, je dirais, il y a un énorme laboratoire qui est le laboratoire du professeur Richard Smith aux États-Unis qui a ouvert, je dirais, cette pathologie à la population américaine. De ce fait, je pense qu'avec l'arrivée en plus de nos collègues du nord de l'Europe, je pense qu'actuellement, pour une maladie dite ultra rare, vous avez quand même plus de 1500 patients qui ont été complètement étudiés dans le monde. Et plus les patients sont étudiés, plus les connaissances augmentent. Donc, qu'est-ce qu'on sait du complément? On sait du complément que c'est un des effecteurs de l'immunité et de l'immunité innée. Dans l'immunité, c'est tout ce qui nous sert à nous défendre, je dirais, contre l'infection, contre les pathogènes, contre les agressions extérieures. L'immunité innée, ça veut dire que vous n'avez à la naissance aucune connotation particulière, vous n'avez pas besoin de connaissances pour utiliser ce domaine de protection. Ça regroupe des protéines qui sont dans le sang, qui sont dans la circulation, pour lesquelles quand on fait une prise de sang, on peut facilement les doser, mais ça regroupe aussi des protéines qui sont à la surface des cellules. À la surface des cellules qui vous défendent, comme les macrophages par exemple, mais aussi à la surface de certaines cellules, comme les cellules endothéliales, c'est-à-dire les cellules de vos vaisseaux. C'est réellement le premier mécanisme de défense contre l'infection. Lorsqu'un organisme bactérien, viral, vous attaque, vous avez besoin d'être protégé, car vous savez que sinon, vous allez être malade. Donc le complément est une barrière qui permet d'éliminer au plus vite, sans avoir aucune connaissance préalable, n'a pas besoin d'avoir été éduqué, qui vous permet de vous défendre contre l'infection. La particularité de ce complément, c'est qu'il est toujours actif à bas bruit. Pourquoi? Parce qu'il faut que devant une bactérie, il puisse s'amplifier rapidement et être rapidement opérationnel. De ce fait, son objectif, c'est d'avoir un pool de protéines, comme ici représenté la protéine C3, c'est notre protéine phare. Cette protéine, elle circule, mais elle est inactive, elle ne sait rien faire. Mais lorsqu'elle va rencontrer quelque chose de particulier, elle va pouvoir très rapidement devenir un potentiel de défense très important en devenant une protéine, je dirais, active. Et comme on le montre ici, vous avez une forme de cette protéine qui est différente. Ici, vous avez une forme avec ici ce domaine ici qui est en haut, qui rend la protéine inefficace. Et lorsqu'elle s'active, ce domaine qui est ici va être un domaine qui va se trouver directement accessible à tout moment. C'est ce qui rend cette protéine à ce moment-là particulièrement performante. De ce fait, on peut dire que le complément a réellement deux fonctions. La première, comme on l'a dit, se défendre contre l'infection. Cette protéine C3 qu'on a vue ici, inactive, va être 24 heures sur 24 en permanence capable de livrer des petites protéines des petites quantités de cette protéine C3b qui, elle, a un potentiel majeur, puisque lorsqu'un microbe va être dans l'environnement de cette protéine, ce microbe va être recouvert de cette protéine, et ici vous avez une autre protéine du complément qui s'appelle le facteur B, et le facteur B va se fixer à cette protéine C3b, entraîner la formation d'une enzyme extrêmement performante, une enzyme que nous appelons la C3 convertase alter. C'est une enzyme qui est formée à partir de cette molécule de C3b avec une rencontre de cette molécule de B qui va permettre l'amplification et le dépôt important de C3b à la surface de toutes les bactéries. Ensuite, ça va vous permettre d'éliminer ces bactéries par des mécanismes qui sont des mécanismes de phagocytose, d'élimination,
qui vont entraîner, je dirais, l'élimination et la destruction de ces bactéries, mais aussi la lyse de ces bactéries par l'initiation d'un complexe d'attaque, ce qu'on appelait tout à l'heure finalement la morsure du chien, c'est-à-dire la complexe d'attaque C5B9 qui va liser entièrement ces bactéries. Mais si on revient à la phase de départ, ici, ce C3b il va se fixer n'importe où tout autant, et vous n'êtes pas toujours en contact avec des microbes. Par contre, ce que vous êtes toujours en contact, c'est avec vos cellules endothéliales. C'est une protéine qui circule, et donc ce C3b va tout à fait naïvement se coller de manière covalente et définitive à toutes les cellules qui sont dans son environnement. De ce fait, le complément doit protéger et empêcher la formation de cette molécule de facteur B qui, dans ce contexte, est très méchante, et vous devez vous débarrasser de cette molécule de C3b. Et pour vous débarrasser de cette molécule de C3b, vous avez dans le complément des protéines de régulation. Le rôle de ces protéines de régulation, c'est pour faire la balance avec ce qui peut se passer dans les infections et éliminer ces molécules de C3b à la surface. Quelles sont ces molécules? Ces molécules, vous les connaissez. Ce sont les molécules, le facteur H, la molécule MCP ou CD46 qui est une protéine membranaire, c'est le facteur I. L'objectif de ces molécules, c'est d'éliminer ce C3b à la surface. Et donc, de ce fait, quand une cellule est dite en pleine forme, c'est-à-dire physiologiquement, quand tout se passe bien, vous avez donc une petite activation en permanence du complément. Ces molécules sont là pour limiter l'activation et se débarrasser de ces petites molécules. Activation permanente, régulation stricte, tout se passe bien. Par contre, on a appris, parce que finalement c'est la maladie qui nous a appris, que dans le SHU atypique, ce n'est pas tout à fait ce qui se passe. Nous savions déjà depuis très longtemps que dans le SHU atypique, il y avait une relation avec le complément. Puisque jusqu'en 1998, il y a eu plusieurs observations de patients qui ont été rapportées dans la littérature qui présentaient une concentration de C3 diminuée. Cette concentration de C3 diminuée faisait bien le lien avec les protéines de régulation de la voie alterne du complément. C'est l'arrivée des travaux de l'équipe anglaise, et principalement les travaux de Tim Goodchip à Newcastle, qui ont permis de définitivement faire un lien entre le facteur H et le SHU. Et donc, de ce fait, jusqu'en 2004, il a été dit que le facteur H permettait de mettre un lien avec cette maladie. Si vous n'aviez pas de facteur H, vous protégiez mal vos cellules endothéliales, et donc, de ce fait, c'était une maladie secondaire, un défaut de protection du facteur H par les cellules endothéliales. Cette conclusion a été, je dirais, bien confirmée par l'association, toujours par l'équipe anglaise de Tim Goodchip et l'équipe italienne de Marina Norris, d'anomalies au niveau d'une protéine membranaire, une nouvelle fois, qui aussi protégeait la surface des endothéliums. Et donc, de ce fait, jusqu'en 2005, il s'agissait d'une maladie liée à un défaut de protection des endothéliums. Mais nous sommes arrivés un peu plus tard, il est vrai, dans la bataille, pour montrer qu'il y avait des anomalies à la fois sur le gène du facteur I, qui cette fois est une protéine sérique, qui cette fois a mis le lien non pas sur un défaut de protection des endothéliales, mais par un excès d'activation du complément. Bien évidemment, quand on a un défaut de protection des endothéliales, on finit par avoir un excès d'activation du complément. Mais de ce fait, ça a permis de mettre en évidence que cette maladie était bien secondaire à quelque chose qui était formé en excès par ces défauts de production. Des anomalies ont été mises au niveau du gène de C3 et du facteur B qui ont confirmé ces hypothèses. Et enfin, dans notre groupe, nous avons mis en évidence qu'il n'existait pas que des maladies héréditaires, mais que dans certains cas, surtout chez les enfants, il existait une autre cause avec la présence d'anticorps antifacteur H. C'est-à-dire, cette fois, ce n'est plus l'hérédité, mais c'est un phénomène acquis. La molécule ne marche plus, car il existe dans la circulation un inhibiteur très puissant. Enfin, est arrivé entre 2010 et 2012 la présence, non pas de mutations, ce qui finalement, même s'il y a 10 ans c'était compliqué, maintenant c'est simple de trouver des mutations parce qu'on a les outils biologiques, c'est l'industrie qui nous donne des beaux outils pour aller plus vite et on sait les analyser. On a fait beaucoup de progrès dans la compréhension de la recherche des mutations, mais on s'est aperçu que ce n'était pas suffisant. Et donc on est arrivé dans le monde des anomalies génétiques complexes, c'est-à-dire pour lesquelles on est obligé de beaucoup plus réfléchir et d'avoir des outils encore plus performants pour essayer d'identifier des réarrangements particulièrement sévère au niveau, je dirais, des gènes, en particulier du gène du facteur H et de son environnement. De ce fait, entre 2010 et 2012, c'est ce qu'on a appelé la génétique se complique, car il est beaucoup plus difficile d'identifier pour certains patients les mécanismes qui entraînent des déficits et des excès d'activation du complément. Enfin, à l'heure actuelle, malheureusement, pour environ 30 à 40% des patients, nous ne savons toujours pas quel est le mécanisme qui sous-entend le SHU atypique, la même maladie que tous ces patients qui sont ici, et pour lequel nous devons utiliser des outils encore plus performants pour essayer d'aller plus loin. De ce fait,
La conclusion de tous ces travaux nous ont permis de comprendre et de proposer un mécanisme physiopathologique. Le mécanisme qui a donc été proposé, c'est que cet excès d'activation du complément et cette protection insuffisante des cellules endothéliales du rein sont dépendantes d'un des liens entre l'activation et la cellule endothéliale. Ainsi, lorsque vous avez cette molécule de C3b qui s'est fixée comme tous les jours régulièrement à la surface de vos cellules endothéliales, si elle n'est pas éliminée, ce fameux facteur B qui est ici va pouvoir se fixer à C3b comme si la cellule endothéliale était une bactérie. Et de ce fait, cette molécule va faire son travail, amplifier, déposer beaucoup de molécules de C3b à la surface et former malheureusement une nouvelle enzyme. Et cette enzyme va être capable de couper cette molécule C5 qui est ici et former un nouveau complexe d'activation, former ce qu'on appelle ici le complexe C5b9, c'est-à-dire la morsure finale au niveau de la cellule endothéliale. Lorsque le C5b9 est formé, la cellule endothéliale est activée, va être dégradée et va entraîner ce qu'on appelle un phénotype d'activation cellulaire, entraînant le phénotype de coagulation, capable d'activer, capable de lier des plaquettes et de couper les globules rouges à la surface, qui forment après, je dirais malheureusement, cette lésion que vous connaissez, qui est la lésion de microangiopathie thrombotique au niveau du rein. De ce fait, le lien entre ces anomalies du complément, le facteur H, le facteur I, ne sont pas, je dirais, directement responsables de la maladie, mais ils sont indirectement responsables de l'activation permanente du complément qui entraîne cette formation de ce complexe final commun qui est normalement bénéfique pour nous éliminer les bactéries. De ce fait, quelles sont exactement ces anomalies qui ont été identifiées chez tous ces patients? Ici, je résumais dans cette diapositive les fréquences des anomalies génétiques qui ont été identifiées à la fois dans la cohorte française, dans la cohorte italienne, qui sont les deux grosses plus hautes cohortes dans le monde, mais aussi dans la nouvelle cohorte qui arrive des États-Unis. Ce que vous pouvez regarder ici d'abord, c'est que l'âge de début de la maladie est extrêmement variable et la maladie peut arriver à n'importe quel moment de la vie du patient. Enfin, ce qui est intéressant, c'est que jusqu'à 3 ou 4 ans, c'était une maladie qui était considérée comme uniquement une maladie pédiatrique. Et que maintenant, on sait que pas du tout. C'est une maladie qui peut être à la fois pédiatrique et qui peut apparaître à l'âge adulte. Pourquoi est-ce que finalement c'est une nouveauté? C'est qu'il est beaucoup plus facile de faire le diagnostic de SHU atypique chez l'enfant que de faire le SHU atypique chez l'adulte, parce qu'il existe plus de diagnostics différentiels, et donc de ce fait, c'est une maladie qui est plus difficile à diagnostiquer. Le gagnant, je dirais, de ces anomalies génétiques, c'est le facteur H, quelles que soient les séries qui ont été faites. Environ 30%, entre 25 et 30% des patients présentent une anomalie génétique sur le gène du facteur H. Ensuite, vous avez le trio MCP, cette fameuse protéine membranaire, le facteur I, cette fameuse protéine qui circule, et le C3, la famille qui est responsable de la liaison, qui, je dirais, représente entre 5 et 10% des patients. Je dirais en France, nous avons une distribution un petit peu différente des autres, avec principalement plus de patients qui présentent des anomalies au niveau du gène de C3, mais certaines anomalies du gène de C3 sont exclusivement retrouvées, ou presque, dans les patients du nord de la France, mais aussi dans les patients habitant en Hollande. De ce fait, il y a un groupe un peu plus modeste, pour lequel vous avez des mutations de B, plusieurs mutations dans la même famille, ou des mutations sur un gène de la thrombomoduline. La thrombomoduline n'a pas été un gène qui a été retrouvé dans la population française, mais ce sont des anomalies qui sont trouvées dans moins de 5% des patients. De ce fait, quelles sont la conclusion? Nous avons en France 66% des patients qui ont été analysés sur une grosse cohorte, pour lequel nous avons trouvé une anomalie génétique. Ce qui permet aussi de dire que malheureusement, 32% des patients, à ce jour, nous ne savons pas les ranger dans une des cases et nous ne savons pas dire si c'est bien une maladie complément dépendante. Donc si on revient sur, je dirais, notre facteur H, c'est-à-dire celui qui est responsable de la plus grande part des anomalies génétiques, qu'est-ce que l'on sait sur cette protéine? Et comment est-ce qu'on peut comprendre les anomalies chez les différents qui ont été identifiés chez les patients? C'est une protéine qui circule dans le plasma. Elle se dose donc facilement ici à l'HGP, oui c'est facile. Mais globalement c'est un dosage qui est extrêmement rare à demander, et donc de ce fait pratiquement toutes les explorations sont centralisées à Paris, donc les prélèvements voyagent et arrivent ici à l'hôpital européen Georges Pompidou, pour lequel nous faisons ces explorations au moins 2 fois par semaine. Ce sont des protéines qui présentent la particularité d'avoir comme là un petit collier de perles, qui forment des petites perles qui forment un collier, et pour lequel vous avez des motifs qui sont répétés. Et cette protéine a la particularité d'être très intelligente, puisqu'elle a 2 domaines de fixation. À la fois, elle va fixer le C3b, mais à la fois, elle va être capable de fixer la membrane. C'est une image un peu schématique qui vous représente comment ça se passe sur vos vaisseaux. Ici, vous avez le C3b, que vous reconnaissez dans sa petite forme, et ici, vous avez le facteur H.
peut-être pas tout à fait, je dirais, facile à imaginer, mais ici vous avez le SR1, 2, 3 et 4 du facteur H qui forment un lien très fort avec le domaine ici de corps du C3B. Ici vous avez le 5, 6, 7, et ici vous avez un domaine très important que la fixation sur la cellule endothéliale. Ensuite vous avez 8, 9, 10, et hop, il revenait ici, 19, et le fameux SR20 du facteur H qui est ici. Donc vous avez un pont très solide qui se fait entre le C3B et le facteur H. Et ici, ce domaine, le SR20 du facteur H, est très important puisqu'il permet de se fixer à nouveau à la cellule endothéliale. Si le facteur H ne se fixe pas à la cellule endothéliale, il ne peut pas éliminer le C3B à la surface. Quelles sont les conséquences des mutations une fois qu'elle a été identifiée? Ce chromatogramme illustre ce que nous recherchons. Nous avons, je dirais, sur le gène du facteur H, nous avons des outils de biologie moléculaire qui nous permettent d'amplifier la séquence d'ADN. Et ce que nous cherchons, c'est ça. C'est-à-dire un code génétique qui, normalement, a la même, je dirais, la même séquence tout au long de ce gène. Et pour certains d'entre vous, ce que l'on recherche, c'est un changement d'un nucléotide qui entraîne le changement d'une protéine, d'un acide aminé au niveau d'une protéine. De ce fait, nous devons séquencer tout le gène du facteur H, c'est-à-dire séquencer 3500 nucléotides de ce type, ce qui se fait, je dirais, maintenant avec nos outils que nous avons, je dirais, assez facilement, je l'avoue, par rapport à il y a 10 ans. De ce fait, une fois qu'on a identifié ce petit changement, il faut savoir ce que cela veut dire. Dans ce cas particulier, vous avez un acide aminé qui a été changé, et nous devons nous poser la question, quelles sont les conséquences au niveau de la protéine? Premièrement, la protéine circule-t-elle? Pour ça, on fait des dosages, comme on vous l'a dit, des dosages des protéines du facteur H. Si cette anomalie génétique est associée à un déficit, c'est-à-dire à une circulation d'une protéine qui est environ 50% de la normale, nous appelons ça un déficit quantitatif en facteur H. Vous avez dans la circulation 50% de la protéine qui circule. C'est plus rare que la deuxième partie, c'est-à-dire que vous avez une protéine qui circule, sa concentration est normale, mais malheureusement, la protéine ne marchera pas. Et c'est un exemple des anomalies génétiques qui ont été identifiées au niveau du SR19, qui sont en rouge et en violet ici, et au niveau du SR20, qui sont en bleu, qui sont des anomalies, la localisation des anomalies génétiques qui ont été identifiées. Ainsi, lorsque vous avez une anomalie génétique au niveau du gène du facteur H, au niveau du SR20 du facteur H, vous changez la conformation, vous changez la structure de cette protéine, et en changeant la structure de cette protéine, vous n'êtes plus capable de se lier au C3 et à la cellule endothéliale. De ce fait, votre protéine est là, mais elle ne peut pas faire sa fonction. Et ça, on appelle ça un déficit dit fonctionnel de la protéine qui entraîne un défaut de protection des tissus. Qu'est-ce qui se passe pour les patients qui ont une mutation au niveau du gène de MCP et au niveau du gène du facteur I? Dans un sens, c'est plus simple. C'est plus simple parce que la plupart des patients présentent une anomalie génétique pour laquelle on retrouve un défaut dans la synthèse de cette protéine. C'est surtout le cas pour MCP. Pour MCP, je dirais, il suffit d'envoyer un prélèvement en sang total, enfin il suffit, maintenant il suffit. Il suffit d'envoyer un prélèvement en sang total, d'étudier l'expression de MCP sur des cellules granuleuses du sang périphérique. Lorsque l'expression de la protéine est diminuée, on a de fortes chances de pouvoir identifier un mécanisme moléculaire qui va prouver définitivement le déficit d'expression d'MCP. Pour le facteur I, c'est un petit peu plus compliqué. C'est une enzyme pour laquelle on a très souvent des déficits quantitatifs, mais pour lequel il existe beaucoup d'anomalies génétiques pour lesquelles nous ne connaissons pas encore les conséquences fonctionnelles. Maintenant, il est assez facile de lier. Si vous n'avez pas de protéine MCP à la surface, et si vous n'avez pas de I, ben vous vous débarrassez moins bien de cette molécule de C3B, car le rôle du facteur I et de MCP, c'est de changer la conformation de C3B pour l'éliminer, pour lui donner naissance à une nouvelle protéine qu'on appelle IC3B et pour lequel il n'y a pas la capacité de fixer ce fameux facteur B. De ce fait, si vous n'avez pas de MCP ou pas de I, vous laissez la capacité au C3B de se fixer sur le facteur B de se fixer sur C3B et donc d'initier la voie finale commune. Je dirais, il y a à peu près 40 cas de mutations au niveau de MCP qui ont été identifiées et pour le facteur I, à peu près 43 différentes mutations qui ont été identifiées. Pour la mutation de facteur B et de C3, c'est un petit peu différent. Cette fois, il faut se mettre de l'autre côté. Vous n'avez plus des défauts dans la régulation, vous avez des défauts, je dirais, sur une protéine qui marche trop bien. Cette protéine, elle est trop active, elle est trop capable de fixer le facteur B ou trop capable de fixer le C3, et donc de ce fait, la régulation devient impossible. Des mutations ont été mises en évidence au niveau du gène du facteur B.
Des mutations ont été mises en évidence au niveau du gène du facteur B, mais aussi au niveau du gène de C3. Ces mutations changent la conformation de cette molécule de C3, la rendant incapable de se lier au facteur H ou à MCP, et ou la rendant tellement puissante pour pouvoir se lier au facteur B. Et c'est pareil pour le facteur B, ce sont des mutations qui finalement rendent tellement à fin ce facteur B pour le C3 que de ce fait la régulation devient impossible. Pour le facteur B, il n'y a que 5 patients pour l'instant qui ont été documentés, et pour le C3, il y a plus de 30 patients qui ont été documentés et 30 anomalies génétiques qui ont été mises en évidence. De ce fait, si on peut faire un petit schéma, je dirais extrêmement simple pour expliquer ce qui peut se passer. C'est un sujet, je dirais, qui n'a pas d'anomalie génétique sur les protéines de régulation. Les mécanismes d'activation lente à bas bruit est parfaitement équilibré avec les mécanismes de régulation qui sont proposés dans la physiologie. Tous les jours, chez les patients qui ont des anomalies génétiques, qui ont ces mutations, tous les jours, vous avez un petit déséquilibre. Ce petit déséquilibre fait que l'activation, je dirais, gagne par rapport à la régulation, mais tout se passe assez bien. Et malheureusement, le jour de SHU, vous avez un mécanisme d'activation qui devient trop fort pour les capacités de régulation qui sont présentes, et de ce fait, c'est l'activation qui gagne, c'est la cellule qui est endommagée. Si on passe maintenant à comment est-ce que l'on fait le lien entre la maladie et ces mutations. Vous avez 2 types de mutations, les mutations que l'on appelle homozygotes, c'est-à-dire que vous avez 2 anomalies génétiques. Souvent, ce sont 2 anomalies génétiques qui sont situées au même endroit. Ces 2 anomalies génétiques, ici vous avez un exemple pour le facteur H et ici un exemple pour le MCP. Ce sont 2 familles différentes, 2 familles qui habitent en France et pour lesquelles ici les parents sont porteurs de chacun d'une anomalie hétérozygote et ils ont, comme la loi de la génétique le dit, 25% de chance que un des 2 gènes soit transmis en même temps et donc de ce fait, cet enfant ici est homozygote et il présente un SHU à l'âge de 6 mois. Si l'on regarde ce qui se passe, parmi les familles qui ont une anomalie homozygote du facteur H, 100%, c'est-à-dire tous les enfants, vont avoir une maladie liée à cette anomalie de H, qui soit le SHU ou la gloméronéphrite AC3. Pour MCP, je dirais ici, c'est un exemple d'une famille pour laquelle vous avez une jeune femme ici, qui a 21 ans, n'a pas présenté la maladie, et son frère, qui a le même déficit que sa sœur, mais qui a présenté un SHU à l'âge de 5 ans sur la forme récidivante. Ce que l'on regarde sur l'ensemble des familles, principalement en France, puisqu'on en a 8 en France, qui présentent une anomalie homozygote de MCP, la liaison entre la maladie et la mutation est d'environ 80% des cas. C'est-à-dire dans 80% des cas, quand on a identifié une anomalie homozygote au niveau du gène de MCP, le patient avait présenté la maladie. Il nous reste cette jeune femme qui, pour l'instant, à 21 ans, n'a pas présenté la maladie. On va passer maintenant aux mutations hétérozygotes. Les mutations hétérozygotes, ça représente une mutation sous la forme d'une seule allèle du gène qui est muté. Quand on regarde toujours la population de patients, on s'aperçoit que 25% des familles ont plus d'un malade. Et c'est ce qu'on appelle les formes familiales. Dans ces formes familiales, la maladie se transmet sur plusieurs générations avec la mutation, mais pas toujours. C'est-à-dire, comme le montrent ces 3 exemples familiaux, vous avez ici une famille pour laquelle le père a transmis à la fois la mutation et la maladie à sa fille. Les 2 ont été malades et globalement, c'est ce qu'on appelle une transmission dominante. Et quand on regarde la deuxième maladie, la deuxième famille, vous avez ici une tante qui a transmis la mutation à la même qu'ici que sa sœur. Sa sœur n'est pas malade, son frère n'est pas malade, mais l'enfant de son frère est malade. De ce fait, on peut dire que la mutation a bien été transmise avec la maladie, mais que pas tout le temps, c'est ce qu'on appelle la pénétrance incomplète. Ici, un autre exemple d'une pénétrance incomplète. 2 membres de la famille ont présenté la maladie sous la forme dominante, descendante, plusieurs générations. Ici, la mutation est présente, mais la maladie ne s'est pas déclarée. Par contre, la maladie s'est déclarée chez sa petite fille. De ce fait, c'est une transmission dominante avec une pénétrance incomplète. Malheureusement, certains cas sont difficiles. On peut identifier une mutation. Je vous rappelle qu'une mutation, c'est un petit changement qu'on ne voit nulle part ailleurs. C'est-à-dire que lorsqu'on fait des sujets sains, lorsqu'on regarde des banques de données, personne n'a connu cette anomalie génétique. Personne ne connaît ce changement. Et donc, de ce fait, c'est une définition. Lorsque cette anomalie génétique n'est pas identifiée dans 100 donneurs de sang sains, c'est une mutation. De ce fait, lorsque l'on fait des études sur nos gènes de C3, de facteur H ou de facteur I, on a pu identifier dans cette famille, ici, le premier cas avec malheureusement un SHU extrêmement sévère, une anomalie génétique au niveau du facteur I,
une anomalie génétique au niveau du gène de C3, et à l'époque, on a appelé ça des mutations, puisque ce n'était pas présent dans les banques de données. Lorsque son frère a présenté le SHU, malheureusement, je dirais, ou pour moi, malheureusement au laboratoire, je me suis trompée. C'est que globalement, son frère ne présentait pas l'anomalie de I et ne présentait pas l'anomalie C3. Donc de ce fait, ce ne pouvait pas être le gène responsable de la maladie. Donc de ce fait, il faut être très prudent lorsqu'on est dans un laboratoire, lorsqu'on identifie une anomalie génétique. À la fois, c'est plus facile de l'identifier, mais c'est beaucoup plus difficile d'être certain que cette mutation est bien à peu près 10 familles pour 10 familles sur 28, des mutations de CD46 pour 4 sur 28, des mutations de C3 et de B pour 4 sur 28 et plus de 2 mutations sur 2 sur 28. Ce qui nous amène à dire, c'est que malheureusement, pour 8 familles pour lesquelles on a plus de 2 cas de SHU atypique, nous ne connaissons pas le facteur responsable de cette maladie ou le gène responsable de cette maladie. Et c'est sur un de ces sujets sur lesquels nous travaillons à l'heure actuelle. Donc, le gros de la troupe du SHU, ce n'est pas une forme familiale. C'est donc ce qu'on appelle une forme sporadique. Une forme sporadique, c'est quand un seul membre de la famille va être malade. Et pourtant, parmi les membres de cette famille, la même mutation va être identifiée. Comme le montrent ces 3 graphes, arbre généalogique, ici, seul ce petit garçon était malade alors que la mutation a bien été trouvée chez son père. Ici, seule cette jeune fille a été malade alors que la mutation a bien été trouvée chez son père. Ici, son père est bien malade alors que ce jeune homme, après la mutation, a fait la maladie à l'âge de 4 ans. Donc, la conclusion de toutes ces observations qui ont été faites à partir des études de cette large cohorte nous permettent de dire que d'avoir une mutation, ce n'est pas suffisant pour faire la maladie. C'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. De ce fait, des travaux de recherche ont permis de démontrer que c'était des polymorphismes, c'est-à-dire des anomalies génétiques qui sont fréquentes, qui sont responsables et qui doivent être présentes dans la maladie. Que sont ces polymorphismes? Ces polymorphismes, ce sont des associations différentes. Je crois qu'il y a une question. Oui. Juste une petite question, c'est le père qui transmet, mais c'est Non, c'est... C'est parce que c'est une erreur, j'ai mal choisi mes exemples. D'accord. Non, Okay. non, je changerai, je mettrai d'autres exemples. C'est pas de chance. Non, ça peut être le père ou la mère, il n'y a aucun problème là-dessus, c'est une bonne remarque. Non, ce sont des exemples. Il n'y a pas de prédisposition génétique avec le sexe dans cette pathologie. Sauf une chose, plus exactement. La maladie est plus fréquente chez la femme qui dépasse la maladie à l'âge adulte. C'est montré dans toutes les cohortes. À l'âge pédiatrique, lorsqu'on a un début pédiatrique de la maladie, on a la maladie qui est aussi fréquente chez le garçon que chez la petite fille. À l'âge adulte, la maladie est plus fréquente chez la femme, puisque c'est 70% des patients qui sont des femmes quand elles déclarent la maladie à l'âge adulte. Et ça, on ne sait pas pourquoi. La grossesse est un facteur déclenchant qui est important, je dirais, dans cette pathologie. Donc de fait, ça pourrait participer, mais ça n'explique pas entièrement. Donc ça aussi, ce sont des questions qu'on doit répondre. Donc si on en revient à nos polymorphismes, finalement les polymorphismes, ce sont ces accidents qui se passent, je dirais, sur un endroit qu'on ne connaît pas, ce sont des mutations. Mais les polymorphismes, ce sont aussi des accidents, mais qui ont eu lieu très 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 longtemps avant, et qui, je dirais, sont de l'ordre pratiquement de 5 millions dans le génome humain. Cette distribution de ces erreurs au hasard qui ont été faites sont faites au hasard, mais ne sont pas pathogènes. Je dirais, on est tous un peu différents, il y en a qui ont des yeux bleus, des yeux marrons, ce sont les polymorphismes qui nous donnent la couleur des yeux. On vit tout à fait bien avec, on peut plus ou moins bien portant, plus ou moins mince, c'est exactement pareil, il doit bien avoir un côté de la génétique, mais on vit bien avec. De ce fait, ces polymorphismes sont des variations génétiques qui font que nous sommes des individus tous différents. Et donc, de ce fait, ici, dans certains cas, ces polymorphismes non pas par eux seuls, je dirais, elles peuvent être responsables entièrement de la maladie, mais participent à la maladie. Ce sont des polymorphismes qui sont plus fréquemment observés dans certaines pathologies. Et ici, dans le SHU, vous avez un polymorphisme au niveau du gène du facteur H, ici, la valine 62, qui est plus fréquemment observé dans la population de SHU. Donc, de ce fait, ces résultats ont permis de donner, je dirais, une sorte de construction pour le SHU. Le SHU, c'est une maladie maintenant qui est complexe, qui doit nécessiter une mutation sur un des gènes qui sont localisés ici, C3, facteur B, facteur H, facteur I, MCP, pourquoi pas la thrombodyline, mais aussi un anticorps antifacteur H, qui de ce fait doivent être dans un contexte génétique plus commun, avec un polymorphisme particulier. Ces polymorphismes, nous savons, grâce à des travaux qui ont été faits en collaboration avec l'équipe anglaise, que ces polymorphismes ne peuvent être que
sur le gène de facteur H et que sur le gène de MCP. Et enfin, il vous faut un facteur déclenchant. De ce fait, toutes ces découvertes ont amené à la conclusion que ces anomalies génétiques sont tout ensemble, ont les mêmes conséquences, une activation possible de cette molécule de C5. Et donc de ce fait, si vous utilisez une molécule médicament capable de se lier au C5 et qui ne permettra pas d'activer la cascade d'activation du complément, votre endothélium ici ne sera pas malade, ne pourra, je dirais, récupérer de cette maladie au départ, et de ce fait, nous espérons que la pathologie va évoluer dans le bon sens. Je voudrais remercier, lors de l'occasion qui m'est donnée, tous les patients, je dirais, qui ont accepté que les familles soient prélevées, qui nous ont permis, je dirais, d'avancer, tous les cliniciens qui nous ont fait confiance, je dirais, au bout de 10 ans, et je voudrais aussi remercier toute mon équipe qui est ici, à la fois l'équipe de recherche, pour lesquelles nous avons une équipe de recherche au Centre de recherche des Cordeliers à Odéon à Paris, mais aussi l'équipe diagnostique qui est ici à l'HEGP, et plus particulièrement Marie-Agnès Dragon-Duré, qui travaille avec moi, et Luca Romelina, qui nous a rejoint comme chargé de recherche à l'INSERM. Mais surtout, je voudrais nommer, je dirais, toutes mes techniciennes et ingénieurs qui sont là aujourd'hui, Pauline, Stéphanie, Delphine, Maria Cara, Nelly, Tania, Mugi Le Quintrec et Paula. Alors elles sont à la fois sur les deux photos pour certaines, car l'objectif c'est de passer au plus vite de ce qu'on identifie à la recherche pour le diagnostic. Et donc certaines, comme vous voyez là, je dirais, vont d'une équipe à l'autre, je dirais, afin de travailler sur la recherche, d'identifier et de confirmer ensuite, de revenir ici à l'HEGP afin d'aller au plus vite et d'essayer d'identifier des nouveaux liens avec cette pathologie. Voilà, je vous remercie beaucoup.